Raisonner l'irrigation du verger, c'est apporter les quantités d'eau complémentaires au bon moment et en quantité suffisante. Plusieurs modes d'irrigation ont été mis au point pour y répondre. En effet, on peut apporter l'eau sur toute la surface. Le sol est alors considéré comme un réservoir que l'on remplit régulièrement. On peut apporter l'eau sur une partie de la surface. Dans ce cas, le sol est à la fois un réservoir limité qu'il faudra remplir plus souvent et un milieu de diffusion. On peut aussi apporter l'eau de façon très localisée. Ici, le sol est considéré uniquement comme un lieu de diffusion. Les apports se feront une à plusieurs fois par jour. Si le sol est considéré comme un réservoir, les arrosages se feront en plein sur toute la surface du verger. C'est le cas de l'irrigation par aspersion sur frondaison, où l'eau sous pression est distribuée comme la pluie par des asperceurs à gros débit, ou sous la frondaison avec des asperceurs à jet tendu, ou avec des mini-asperceurs. Lorsque le sol est considéré à la fois comme un réservoir et un milieu de diffusion de l'eau, les apports se font sur une partie de la surface du verger. C'est le cas avec l'irrigation à la raie. Ce système d'irrigation traditionnel à gros débit est limité aux régions où l'eau est abondante, car d'anciens investissements ont légué de grosses infrastructures. Il convient bien au sol alluvionnaire peu filtrant et bien nivelé. La gestion s'effectue avec des tours d'eau très contraignants pour les utilisateurs et la maîtrise des apports est difficile. Cette irrigation sur une partie du verger peut aussi se faire avec de l'eau sous pression, avec des mini-diffuseurs communément appelés micro-jets. Si le sol est utilisé uniquement pour sa propriété à transporter l'eau par diffusion, on utilise alors des goutteurs. C'est l'irrigation au goutte à goutte. La mise en place de réseaux d'irrigation sous pression a permis le développement de ces différents modes d'irrigation. Se pose alors pour l'utilisateur le choix du mode d'irrigation le plus performant. L'eau, le sol, l'espèce et les contraintes de l'exploitation, ce sont ces critères qui vont guider votre choix. L'eau, il est important de connaître le débit et la pression. L'irrigation par aspersion sur frondaison nécessite des débits de 40 à 50 mètres cubes heure hectare et des pressions de 2 à 4 bars à l'asperceur. Alors que l'irrigation au goutte à goutte ne demande que des débits de 4 à 10 mètres cubes heure hectare et une pression voisine de 1 bar au goutteur. Si la réserve en eau est limitée, il faut également tenir compte du volume disponible de la ressource. La qualité de l'eau est aussi importante. Elle a une incidence sur la filtration et sur la dimension des orifices des arroseurs. En général, les eaux de forage sont peu chargées. Une seule filtration avec des filtres à tamis suffit. Pour les eaux chargées en sable, en tête de filtration, un hydrocyclone retiendra le sable qui n'est pas intercepté par la crépine. Les eaux de surface plus chargées nécessitent toujours des filtres à sable et en aval des filtres à tamis. Les eaux moyennement chargées peuvent être filtrées uniquement avec des filtres à lamelles. Les eaux riches en fer, plus de 1,5 mg par litre, colmatent les goutteurs. Elles ne conviennent pas à ce mode d'irrigation. La maille de filtration dépend de la dimension des particules et de la taille des orifices d'arroseur.
seules doivent passer les particules 3 à 5 fois plus fines que le diamètre des bus des arroseurs. Par exemple, de 80 à 150 microns pour les goutteurs utilisés en irrigation localisée, de 150 à 200 microns pour les mini-diffuseurs et les micro-asperceurs, et de 200 à 500 microns pour les mini-asperceurs et les asperceurs. La nature du sol intervient également dans le choix des systèmes d'irrigation sous pression. Ainsi, dans les sols très grossiers, riches en cailloux ou graviers, avec peu de terre fine, où la diffusion de l'eau est difficile, et dans les sols très argileux, où l'on observe des fentes de retrait lorsqu'ils se dessèchent, il faudra choisir un mode d'irrigation en plein, tel que l'irrigation par aspersion. Les caractéristiques de certaines espèces cultivées sont aussi à prendre en compte. Pour le poirier, l'irrigation en plein convient mieux que l'irrigation localisée, car son système racinaire prolifère difficilement dans les zones parfois saturées sous les goutteurs. De plus, l'irrigation sur frondaison permet aussi de lutter contre les psylles. Enfin, les contraintes de l'exploitation, telles que la mécanisation de la récolte et le travail du sol, impliquent une installation du mode d'irrigation qui n'entrave pas ces travaux. De même, la lutte contre le gel avec l'irrigation par aspersion nécessite des débits élevés. Conduire un mode d'irrigation, c'est connaître les besoins en eau de l'arbre, les pluies utiles et leur répartition, les réserves du sol, pour déterminer les périodes d'irrigation, et les quantités d'eau complémentaires à apporter. Ainsi, pour cette espèce fruitière, dont les besoins sont de 80 mm pour la période, soit une consommation journalière voisine de 5 mm par jour, si la pluviométrie mesurée au cours de cette période est de 20 mm, dont 10 mm estimés efficaces, et si la réserve d'eau utilisable à cette époque dans le sol a été estimée à 50 mm, le déficit pour cette quinzaine sera de 20 mm. Quand apporter ces 20 mm? Le bilan hydrique permet d'y répondre. Ainsi, pour chaque parcelle, on constitue un graphique sur lequel on reporte la réserve facilement utilisable. Dans notre exemple, 50 mm. Les besoins de l'arbre étant de 5 mm par jour, en l'absence de pluie au 10e jour, la réserve facilement utilisable sera épuisée. Il faudra à nouveau apporter 50 mm. Si, au cours de la prochaine période, on enregistre une pluie de 20 mm, cette pluie va modifier la dose. Si l'on souhaite irriguer à période fixe tous les 10 jours, il faudra apporter seulement 30 mm. Si l'on choisit d'arroser à dose fixe 50 mm, il faudra déplacer la date d'arrosage de 4 jours. On continue ainsi à suivre les consommations de l'arbre et la pluviométrie durant toute la saison. Le bilan hydrique est parfois insuffisant pour suivre correctement les irrigations. On peut vérifier plus concrètement la disponibilité réelle de l'eau dans le sol en prélevant régulièrement de la terre dans la parcelle avec une bêche ou une tarière. Cela permet d'apprécier son niveau d'humidité. Ce moyen simple pour prévoir les périodes de déficit naturel est cependant peu précis. Il peut être avantageusement remplacé par des sondes tensiométriques qui ont l'avantage d'être moins pénibles et plus précises.
Ces sondes mesurent la force, la tension avec laquelle le sol retient l'eau. Avant sa mise en place, faites une mesure à l'air libre pour contrôler le fonctionnement de la sonde. Elle doit afficher 199 centibars. Plongez-la ensuite dans l'eau. Elle doit afficher 0 centibars. À partir du milieu du capteur de la sonde, mesurez la profondeur à laquelle il devra se trouver dans le sol. Dans notre exemple, 30 cm. Reportez cette mesure sur la baramine. Enfoncez la baramine à la profondeur souhaitée. Avec de la terre tamisée, préparez de la boue. Attention, elle ne doit pas être trop liquide. Remplissez avec cette boue le trou et enduisez le capteur avec la boue avant de l'enfouir à la profondeur voulue. Une tension voisine de 0 centibars indique que le sol est saturé en eau et donc néfaste pour la culture. La plante souffre et l'eau est gaspillée. Une tension comprise entre 7 et 15 centibars indique que le sol est à sa capacité au champ, donc propice à l'activité racinaire, car humide et aéré. Au-delà de 60 centibars, l'eau dans le sol va devenir de moins en moins disponible pour l'arbre, qui peut commencer à subir le stress hydrique. Toutes ces informations vont vous permettre de compléter le bilan hydrique et d'établir un planning d'irrigation mieux adapté à la parcelle. Voyons comment conduire une irrigation en plein par aspersion. Les capteurs sont installés là où se situe la majorité des racines, c'est-à-dire à 50 cm du tronc de l'arbre, et aux 2/3 de la portée des asperceurs. Cette sonde, à 30 cm de profondeur, joue le rôle d'une jauge. Elle indique quand il faut refaire le plein du réservoir sol. L'autre sonde, à 50 cm, sert à vérifier que la dose est suffisante et sans excès pour qu'il n'y ait pas d'engorgement en profondeur. Les valeurs des tensiomètres seront relevées au moins une fois par semaine ou avant chaque irrigation pour décider de l'opportunité d'arroser. La fiabilité dépend du nombre de points de mesure. Dans la pratique, on installe au minimum 3 sites de mesure dans une parcelle homogène. On analyse l'évolution de la moyenne des valeurs observées pour déterminer la dynamique de l'eau dans le sol. Si les tensions chutent, le sol s'humidifie. Si les tensions augmentent, le sol se dessèche. Soit on fixe un seuil, par exemple 60 centibars, pour déclencher la nouvelle irrigation. Soit on irrigue à des dates d'apport fixes, ici tous les 7 jours, on ajuste alors la dose en s'aidant de l'évolution des tensions. Pour éviter les pertes par drainage, la dose maximale de chaque apport ne devrait généralement pas excéder 50 mm pour un sol fin ou un enracinement profond et 30 mm pour un sol grossier ou un enracinement superficiel. Cette méthode de conduite, associant bilan hydrique et tensiomètre, convient très bien à l'irrigation par aspersion. Elle permet de savoir au printemps quand commencer à arroser et de juger de l'efficacité d'une pluie. En l'absence de pluie et de réserve d'eau profonde dans le sol, la conduite peut se faire uniquement à partir du bilan hydrique. Par contre, l'utilisation permanente du tensiomètre est indispensable dans la conduite de l'irrigation au goutte à goutte. En effet, dans cette méthode où le sol est considéré comme un milieu de diffusion, les arrosages sont journaliers, voire pluriquotidiens. Chaque capteur est en première approche positionné à 25 cm du goutteur et à 30 cm de profondeur.
il joue le rôle de témoin du volume de diffusion de l'eau dans le sol. Il indique le niveau de disponibilité de l'eau dans la zone humidifiée. Là aussi, pour avoir des valeurs fiables, il faut au minimum 3 sites de mesure par parcelle homogène. Les capteurs seront relevés 3 fois par semaine. La conduite avec les tensiomètres consistera à maintenir une bonne disponibilité de l'eau sous les goutteurs, c'est-à-dire maintenir dans une fourchette relativement stable entre 20 et 40 centibars la tension mesurée avant irrigation. Si les tensions descendent en dessous de 20 centibars, il y a surirrigation. L'eau risque d'être gaspillée. Si le seuil des 40 centibars est dépassé, il y a sous-irrigation. La plante risque de souffrir. Ainsi, à chaque fois que la moyenne des tensions relevées avant irrigation sort de la fourchette, on augmentera ou on diminuera la dose ou la fréquence des arrosages. Seul le tensiomètre vous permet une conduite efficace des irrigations au goutte à goutte. Un contrôle permanent du réseau assure aussi une gestion efficace de l'irrigation dans le verger. Ce contrôle ne doit pas se faire uniquement à partir de l'observation du végétal, car il réagit tardivement et souvent de façon identique à un manque ou à un excès d'eau. Il faut donc toujours contrôler directement le bon fonctionnement du réseau. Pour y parvenir, vous devez contrôler le volume d'eau consommé au cours d'une irrigation. Il s'exprime en mètres cubes. Des compteurs sont à installer en tête du réseau, sur les parcelles ou en tête de poste lorsque les parcelles sont subdivisées en plusieurs postes. Ces compteurs permettent de contrôler le volume apporté et de calculer le débit. Un compteur sur une des rampes est aussi envisageable s'il n'y en a pas en amont. Le contrôle du volume se fera fréquemment pour déceler les fuites ou les colmatages éventuels. La pression, c'est-à-dire la force exercée par l'eau dans les conduites. Elle s'exprime en bar. Un bar correspond à la pression qu'exerce une colonne d'eau de 10 mètres, soit 1 kg au centimètre carré. Les mesures de pression s'effectuent avec le même manomètre sur tout le réseau. Sinon, vous risquez de faire des erreurs sur les mesures. Il faut donc prévoir des prises sur les installations en tête de parcelle ou en tête de poste ou directement sur la rampe. La pression sera contrôlée une fois par semaine pendant l'arrosage. Lorsqu'il y a une station de filtration, il faut une prise de pression en amont et en aval du filtre. La pression sera contrôlée 1 à 2 fois par semaine. La présence d'un régulateur de pression en tête de parcelle vous aidera à corriger la pression dans le réseau. Ce régulateur de pression peut également être positionné en tête de poste. La dose, c'est la quantité d'eau apportée en un temps donné à chaque irrigation. Elle s'exprime en millimètres. 1 millimètre correspond à l'épaisseur d'une lame d'eau constituée par 1 litre sur une surface de 1 mètre carré, soit 10 000 litres ou 10 mètres cubes sur une surface de 1 hectare. Un compteur sur la rampe d'irrigation. Une éprouvette en irrigation localisée
suffisent pour contrôler la dose réellement délivrée par les distributeurs. Voyons comment procéder pour contrôler une parcelle de 1 hectare irriguée avec 416 micro-asperceurs. Le débit de chacun étant de 90 litres/heure, soit pour les 416 asperceurs 37 440 litres/heure, c'est-à-dire 37 mètres cubes. Si le temps d'arrosage est de 4 heures, le volume théorique apporté doit être de 148 mètres cubes, soit 14,8 mm. Il suffit de contrôler le compteur de la parcelle avant et après l'irrigation pour vérifier si cette valeur correspond bien au calcul théorique. Ou alors, il suffit de vérifier en cours d'arrosage que le débit est voisin de 624 litres minute. Si le volume constaté est supérieur de 10% au volume souhaité, il y a une anomalie. Lorsqu'il y a des vannes électriques, contrôlez leur fonctionnement. Recherchez la présence de fuite dans le réseau. Contrôlez la pression sur la parcelle. Elle doit correspondre à la pression d'utilisation nominale indiquée par le constructeur. Si la pression est trop forte, ajustez-la avec le régulateur de pression. Si la pression est normale, vérifiez visuellement le fonctionnement des distributeurs et changez les pièces défectueuses. Si le volume constaté est inférieur de 10% au volume souhaité, vérifiez le fonctionnement des vannes automatiques commandant les différents postes. Contrôlez la pression en tête de parcelle. Si elle est faible, et lorsque l'eau est filtrée, contrôlez la différence de pression entre l'entrée et la sortie de la filtration. Si elle est supérieure à 0,5 bar, il faut nettoyer les filtres. Le cas échéant, effectuer des lavages supplémentaires ou augmenter la capacité de filtration du réseau. Sur les filtres à tamis, augmenter la fréquence de nettoyage. Si la pression est normale, en irrigation par aspersion, contrôlez les arroseurs. En règle générale, on contrôle la pression sur 2 asperceurs par parcelle ou par poste. Ils seront choisis sur 2 rampes. La rampe la plus favorisée et la rampe la moins favorisée. Sur la rampe la plus favorisée, contrôlez l'arroseur de début de rang qui est souvent le plus favorisé. Sur la rampe la moins favorisée, contrôlez l'arroseur de bout de rampe qui est souvent le plus défavorisé. L'écart par rapport à la pression en tête de parcelle doit être inférieur à 20%. On peut aussi avec cet appareil contrôler facilement le diamètre des buses pour vérifier leur usure. En micro-aspersion, où le nombre de distributeurs est plus important, de l'ordre de 500 à l'hectare, et en irrigation localisée où l'on compte 1000 à 2000 goutteurs à l'hectare, il faudra contrôler au minimum 16 distributeurs sur la parcelle ou sur le poste pour obtenir le coefficient d'uniformité. Pour cela, choisissez 4 rampes. La première rampe, la plus favorisée. La dernière, la plus défavorisée. Celle qui se trouve au premier tiers
et celle qui se trouve au deuxième tiers de l'antenne de distribution. Sur chaque rampe choisie, mesurez le débit de 4 distributeurs. Les premiers, les derniers, ceux du premier tiers, ceux du deuxième tiers. Si le coefficient d'uniformité se situe entre 90 et 70%, le réseau est à nettoyer. En présence d'algues, nettoyez avec de l'eau javelisée à 125 cm3 de javel du commerce par mètre cube d'eau. En présence de calcaire, nettoyez les rampes avec une solution acide à 2 litres par mètre cube. En fin de saison, il faut entretenir le réseau, c'est-à-dire le nettoyer et le mettre hors gel. Purgez les rampes en les ouvrant 1 à 2 minutes pour éliminer les limons. Nettoyez le réseau avec une solution à l'acide nitrique à 0,5%. Purgez les rampes. Laissez les vannes quart de tour entr'ouvertes. Vidangez la station de pompage. Les filtres. Et les électrovannes. Vérifiez l'état du sable des filtres à sable et changez-le éventuellement. En moyenne, tous les 2 à 3 ans. Raisonner l'irrigation du verger. C'est choisir le mode d'irrigation adapté à la parcelle. C'est conduire les arrosages pour répondre au mieux aux besoins de la plante. C'est contrôler, vérifier et enregistrer. C'est économiser l'eau pour produire régulièrement des fruits de qualité tout en respectant l'environnement